l'actualité ce mardi, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, Michaëlle Jean, est en Côte d'Ivoire pour les préparatifs des 8e Jeux de la francophonie. Elle a été reçue aujourd'hui par le président ivoirien Alassane Ouattara. La première dame de Côte d'Ivoire est intervenue hier au 3e congrès international contre la famine en Allemagne. Dominique Ouattara a partagé ses actions et aussi son engagement humanitaire en faveur des femmes et des enfants d'Afrique. La Côte d'Ivoire intensifie la lutte contre le trafic des faux médicaments. Des réseaux de fabrication ont été démantelés. 5 milliards de francs CFA de faux médicaments ont été saisis et incinérés. En football, les éléphants de Côte d'Ivoire ont un nouvel entraîneur. Le Belge Marc Wilmot succède à Michel Dussuyer qui a démissionné après l'élimination des éléphants au premier tour de la CAN 2017. Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. Elle est présente en Côte d'Ivoire pour le point des préparatifs des 8e Jeux de la francophonie. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michaëlle Jean, a été reçue par le président Alassane Ouattara. Et elle a signé aujourd'hui avec le Premier ministre ivoirien un accord cadre de partenariat. Cet accord en conformité avec les objectifs de développement durable met l'accent sur le développement de l'entrepreneuriat, notamment chez les jeunes et chez les femmes. Le Premier ministre s'est ensuite rendu dans les locaux du CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale. Amadou Gon Coulibaly s'est imprégné des missions réelles de ce centre, un levier essentiel de la stratégie de communication du gouvernement. Michaëlle Jean a visité hier le village des Jeux de la francophonie. Elle a pu constater l'état d'avancement des travaux. Les préparatifs évoluent bien. Les Jeux vont se tenir du 21 au 30 juillet prochain. Serge Coléa. Depuis un peu plus de 8 mois, ils sont à la tâche. Une seule consigne, réaliser dans les délais les infrastructures d'accueil des participants aux 8e Jeux de la francophonie. À environ 4 mois de l'événement, le site de l'INJS, l'Institut national de la jeunesse et des sports, présente déjà l'allure d'une grande cité dortoir. Une visite guidée des lieux a permis à la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, de se rendre compte de l'évolution des travaux de construction du village Akwaba des 8e Jeux de la francophonie. Michaëlle Jean s'est réjoui du choix de ce site qui offre aux participants des perspectives touristiques via la lagune ébriée. J'aime beaucoup l'espace lui-même. Il est aéré, il est au bord de la lagune. Et le fait qu'on ait pensé aussi des déplacements par voie lagunaire, c'est une très bonne chose parce que imaginez pour ces athlètes, ces artistes qui vont venir, ce que cela va représenter que de découvrir aussi Abidjan par la vue de la lagune. Ça, c'est vraiment formidable. C'est une idée de génie qui va apporter un caractère de plus, je pense, à ce site et à ces Jeux de la francophonie. La première responsable de l'OIF n'a pas hésité à encourager les travailleurs en les exhortant à continuer de faire preuve d'ardeur au travail. Quand le résultat sera là et tout sera terminé, vous serez tellement heureux de pouvoir dire, même à vos enfants, à vos petits-enfants, on y était. 36 bâtiments dotés chacun de 128 lits vont permettre d'héberger au moins 4600 personnes. Ces infrastructures constituent à la fin des Jeux un gain pour la Côte d'Ivoire. Ces infrastructures, qui sont un legs considérable, vont permettre aussi plus tard d'abriter non seulement un espace pour l'entraînement sportif professionnel, un espace aussi pour les acteurs culturels qui viennent là pour vraiment préparer leurs manifestations culturelles, mais aussi un espace dédié à l'innovation, aux nouvelles entreprises, à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Pour le ministre chargé des Jeux de la francophonie, Robert Begré-Mambé, et les responsables de SNEDAI, entreprise partenaire, il ne reste plus que les finitions pour livrer le village Akwaba. La 8e édition des Jeux de la francophonie se tient du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. La Côte d'Ivoire a célébré hier 20 mars la journée internationale de la francophonie. La secrétaire générale de l'OIF présente à Abidjan a bien sûr pris part à la cérémonie officielle. Issa Yeo.
Chaque année, à la date du 20 mars, depuis 1970, est célébrée la Journée internationale de la francophonie. Cette année, cette journée a été commémorée en présence de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, Michaël Jean, au Palais de la Culture de Treichville. Le ministre de la Culture et de la francophonie a saisi cette opportunité pour magnifier la langue française. Des voix se sont élevées sur des antennes pour nous traiter d'esclaves et de néocolons. Madame la secrétaire générale, si tant est que notre organisation a été un ramassis de nostalgiques de la colonisation, pourquoi tant de peuples frappent-ils à la porte de l'organisation que vous dirigez? Je suis témoin de votre embarras. Ce sont plus de 280 millions de francophones sur les 5 continents qui fêtent leur langue en partage et la diversité culturelle à travers des concours de mots, des spectacles, des festivals de films, des rencontres littéraires, des rendez-vous gastronomiques et des expositions artistiques. La langue française est pour nous un formidable trait d'union. Elle est notre levier à tous, à nous, les peuples qui l'avons en partage. Un levier pour, bien sûr, communiquer, pour établir des liens forts, agir stratégiquement, pour relever ensemble ces défis colossaux qui ont pris la dimension de la planète. Cette célébration de la Journée internationale de la francophonie a été l'occasion de récompenser les lauréats du concours de la promotion de la langue française. Une prestation artistique du groupe Les Femmes Battantes a permis à la secrétaire générale de l'OIF de se replonger dans ses racines africaines. Le 3e congrès international contre la famine en Allemagne, la première dame ivoirienne y est intervenue hier lundi. Dominique Ouattara a partagé avec les participants venus du monde entier ses actions et son engagement humanitaire en faveur des femmes et des enfants d'Afrique. Abiba Dambélé. La première dame de Côte d'Ivoire a d'emblée souligné la pertinence du thème du congrès et a appelé à une mobilisation de tous, notamment les acteurs de l'industrie agroalimentaire, en vue de réduire la famine. Au Forum allemand du cacao durable, intéressé par la lutte contre le travail des enfants, la présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants a expliqué l'architecture institutionnelle qui implique les ONG nationales et internationales. Elle a par ailleurs souligné le renforcement de la coopération sous-régionale avec la signature des accords Burkina Faso, le Mali et le Ghana, les vastes campagnes médiatiques de sensibilisation et le renforcement des lois pour une meilleure protection des enfants. Les actions ont été menées dans les domaines suivants. Au titre de la prévention, nous avons travaillé au renforcement des lois pour une meilleure protection des enfants. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire dispose de textes juridiques permettant de condamner à la prison les auteurs de traite et d'exploitation d'enfants, ce qui n'existait pas auparavant. Grâce à l'application de ces textes, des opérations de police ont été réalisées en partenariat avec Interpol et l'Organisation internationale des migrations. Elles ont permis d'interpeller plus d'une centaine de trafiquants d'enfants, dont certains ont été condamnés à des peines d'emprisonnement ferme. Pour la mise en œuvre de ces plans d'action, l'État ivoirien et ses partenaires ont investi plus de 24 millions d'euros dans cette lutte sur la période 2012-2017. Les résultats déjà obtenus ont permis à la Côte d'Ivoire d'être reconnue et classée par le département d'État américain parmi les pays qui fournissent des efforts significatifs pour éliminer le travail des enfants. Profitant de cette tribune, Mme Dominique Ouattara a félicité le Forum allemand du cacao durable pour son programme Pro-Planteur qui a permis d'améliorer les conditions de vie de plus de 20 000 familles de producteurs de cacao en Côte d'Ivoire. Dans ce même élan, elle a révélé que la fondation Children of Africa est en train de construire 3 maisons d'accueil pour les enfants en difficulté dans les villes de Soubré, Bouaké et Ferkessédougou. L'objectif de ce projet étant une prise en charge urgente et adéquate des enfants victimes de traite et d'exploitation. Avant d'ouvrir les travaux de ce congrès, la première dame de Côte d'Ivoire a appelé les organisations et institutions présentes à la rejoindre dans ses engagements. La présidente du Comité national de surveillance a également annoncé l'organisation à Abidjan, en octobre 2017, d'une conférence des premières dames d'Afrique de l'Ouest sur la lutte contre le travail des enfants.
Ici, sur le sol ivoirien, lutte contre le trafic des médicaments. Après plusieurs années de sensibilisation, l'heure est à la répression. Des réseaux de fabrication de médicaments ont été démantelés. Des faux produits pharmaceutiques de près de 5 milliards de francs CFA ont été saisis et incinérés. David Soyo et Franck Wadio. 9 pièces de stockage et un appareil de fabrication de faux médicaments découverts dans le sous-sol d'une résidence à Cocody. À cela s'ajoute le démantèlement d'un réseau de fabrication de médicaments contre effets situé dans la zone du village Abata. Des saisies évaluées à 5 milliards de francs CFA. Nous avons toutes sortes de formes galéniques, du comprimé en passant par les sirops, avec bien sûr des formes injectables. Il s'agit de médicaments contrefaits, de médicaments faux. Et c'est le lieu pour nous, au nom du Conseil de l'Ordre des pharmaciens, de remercier toutes les structures qui ont œuvré à cette saisie. Ces prises sont à mettre à l'actif de la plateforme de lutte contre les faux médicaments. Après le démantèlement, 45 tonnes de médicaments illicites ont été incinérés. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique entend répéter ce type d'action pour freiner le trafic illicite de faux médicaments. Les produits qui sont là, c'est des produits toxiques qui ont été saisis avec la permission de monsieur le procureur de venir faire la destruction de ces produits qui deviennent toxiques pour l'entourage et puis pour la population. Les médicaments toxiques, un danger pour la santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite les populations à se procurer les médicaments dans les pharmacies agréées par l'État. Dans le domaine du transit, les douanes prennent des mesures pour la sécurisation des marchandises. Entre autres, la suppression provisoire des changements de destination des marchandises pour la Côte d'Ivoire, l'escorte douanière pour les colis sensibles et l'interdiction de la réexportation directe par voie ferroviaire à destination de l'Interland. Lancine Bakayoko. Quelles empreintes, la voie aérienne, maritime, ferroviaire ou routière, les marchandises en transit sont soumises à des risques de fraude. En effet, de nombreuses marchandises en transit qui ne franchissent même pas les frontières ivoiriennes sont déversées sur le territoire ivoirien, engendrant ainsi des distorsions économiques. Des distorsions économiques caractérisées par de lourdes pertes de recettes douanières, avec les impératifs de mobilisation de recettes et de célérité des opérations liées à l'acheminement des marchandises. La sécurisation de la chaîne logistique se trouve du coup au cœur des échanges internationaux. Une initiative de l'administration douanière saluée par les opérateurs économiques. Aujourd'hui, il nous amène à connaître les codes, il nous amène à savoir que quand est-ce que si la marchandise arrive au port, comment est-ce qu'on va se prendre pour ne pas tomber aussi que dans les pénalités. Qui veulent nous montrer comment est-ce qu'on doit se prendre pour que cela puisse se faire le plus rapidement que possible et que nous ayons un gain et que ce soit un avantage pour l'opérateur économique qui a fait cette commande-là. En 2016, les douanes ivoiriennes ont mobilisé plus de 1600 milliards de francs CFA. Le programme national de lutte contre la tuberculose et ses partenaires font le point de leurs actions. Ils ont dévoilé le programme de la commémoration en Côte d'Ivoire de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Franck Wadio. Un geste symbolique, c'est la remise officielle de la chanson qui va accompagner toute la campagne 2017 des journées commémoratives de la lutte contre la tuberculose. Une lutte qui présente de réels progrès dans l'optique de l'éradication de cette maladie en Côte d'Ivoire avant 2035, échéance fixée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Les premières activités, c'est d'ouvrir des sites de prise en charge. Le site de prise en charge, on dit qu'il est fonctionnel quand nous avons un espace où on peut mener les activités de lutte contre la tuberculose, où le personnel est formé, où nous avons mis à la disposition de ce site les outils nécessaires de gestion de la maladie et où nous avons les médicaments. 25 centres antituberculeux régionaux, 246 centres de diagnostic en 2016 contre 140 en 2010, lutte conjointe à tuberculose VIH pour la détection rapide des nouveaux cas. Voilà qui montre les progrès en la matière, mais les perdus de vue constituent encore l'obstacle principal et c'est là toute l'importance de l'action des communautés. Nous allons profiter de vos antennes pour lancer un appel
à tous les parents de patients tuberculeux et à tous les patients même atteints de tuberculose afin qu'ils acceptent que les acteurs communautaires puissent les accompagner. Ils sont là pour les aider. Donc, allez leur donner des conseils à domicile, leur expliquer comment se comporter pour éviter de transmettre la maladie à leurs parents. S'unir pour mettre fin à la tuberculose, c'est le thème de la Journée mondiale 2017 du 24 mars prochain. En Côte d'Ivoire, cette journée va s'axer essentiellement sur des campagnes mass-média et de proximité, des séances de dépistage gratuits et une mobilisation sociale. La journée internationale de la forêt, elle est célébrée aujourd'hui 21 mars. Forêt et énergie, c'est le thème choisi pour cette année. Ici en Côte d'Ivoire, quel est l'état du couvert forestier? Quelles actions sont entreprises pour lutter contre la déforestation? Fidèle Aigné et Moussa Konaté. La situation est alarmante. La Côte d'Ivoire continue de perdre son couvert forestier. Aujourd'hui, le pays dispose moins de 3 millions d'hectares de forêt, contre 16 millions dans les années 60. Selon la SODEFOR, Société de développement des forêts, le taux de dégradation de la forêt ivoirienne est passé de 18% en 1996 à 40% en 2014. Une augmentation qui a pour conséquence la perturbation du climat et la baisse de la production agricole. S'il n'y a plus de forêt, nous n'aurons plus de pluie et donc plus d'agriculture. Et bienvenue la pauvreté, les sécheresses et les conflits. Les conflits vont s'intensifier. L'État de Côte d'Ivoire s'est donc engagé à freiner la déforestation galopante avec la mise en place de la politique d'agriculture zéro déforestation. Une pratique pour contrer l'expansion des cultures sur les espaces forestiers. La lutte contre la destruction de la forêt, un combat perpétuel pour les autorités ivoiriennes. Elles se sont donc engagées pour la restauration de 5 millions d'hectares d'ici à 2030. La forêt contribue à lutter contre le changement climatique en réduisant la quantité de CO2. Le 21 mars de chaque année est donc consacré à la Journée internationale des forêts. Cette année, le thème retenu est « Forêt et énergie ». Quelles sont les dispositions pour les concours 2017 de la fonction publique ivoirienne? Le directeur général de la fonction publique a animé une conférence de presse sur le sujet. Le point avec Grace Crado. Les frais d'inscription exigés aux candidats des différents concours à la fonction publique font l'objet d'interprétations de la part de certaines personnes. Pour éclairer l'opinion sur les dispositions et l'organisation des concours, le directeur général de la fonction publique était ce mardi face à la presse. L'organisation des concours participe d'un service public offert à des Ivoiriens et à des Ivoiriennes qui usent de leur droit constitutionnel à postuler dans des conditions d'égalité parfaite pour l'accès aux emplois publics. Ce service public-là, malheureusement, n'est pas gratuit. Il a un coût qui est supporté tout à la fois par le budget de l'État, c'est-à-dire par le contribuable, et par les usagers, c'est-à-dire les candidats au concours d'accès à la fonction publique. Aka Kofi Bernard a aussi fait le point de la répartition des frais déboursés par les candidats au concours. Le coût pour l'année dernière et pour cette année, c'est 23 500. On ne paye aucun frais supplémentaire nulle part et à qui que ce soit. Et ces frais sont payés exclusivement en ligne. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à des individus pour prendre cet argent. Et sur les 23 500, 13 500 sont affectés à la visite médicale et les 10 000 francs qui restent sont affectés à 80% à l'organisation des concours et à 20% au trésor public. Pour rappel, les inscriptions au concours administratif session 2017 ont démarré le 17 mars dernier pour s'achever le 19 mai prochain. Cette année, 17 régions sont retenues pour les compositions et 9 000 postes budgétaires sont à pourvoir. L'art de bien dire, l'art de faire parler les mots, la poésie est célébrée ce 21 mars dans le monde. Nous avons rencontré un poète bien connu de la scène culturelle. Pour lui, la poésie est la base de l'éducation et elle doit être mieux vulgarisée. Franco Adio et Ami Sissoko. Je suis Toumaï, berceau de l'humanité. Je suis le berceau des calamités, berceau des richesses.
Je suis le perso. Les membres, même enchaînés, n'empêchent nullement l'expression du verbe, du mot ou même du corps. La liberté du poète, c'est sa liberté à lui, traduite à travers son art. Foto Mungu, poète des temps modernes, nous y exhorte. Mais aussitôt libéré de l'esclavage, mon regard s'est tourné vers le maître. Je l'ai envié, je l'ai imité et recopiant servilement ses manières. La poésie, Oumarou Savadogo la conçoit comme un outil pédagogique. Il faut réhabiliter la poésie pour qu'elle soit une matière essentielle, comme les mathématiques, les sciences physiques. Et vous allez voir que les enfants vont nous sortir de grandes choses. Démarche anormale, dira-t-on, pour un conseiller chargé de la promotion des arts à la direction de la vie scolaire. Qui fait des vagues de bruit inutiles, mais de celles qui disent ce que je suis. Mais c'est à travers ses habits de Foto Mungu traduisait la poudre de piment piquée par le mot que s'exprime le mieux l'artiste. Il n'y a plus d'esclaves pour peiner, trimer, endurer ma place. Ma condition alors empirée et je rampe devant mon ancien maître. Dire haut est vrai, une attitude visible de moins en moins. L'éducateur lui-même le reconnaît, la poésie gagnerait à être davantage exploitée à l'école. Aujourd'hui, la direction de la vie scolaire s'attelle à faire cela, mais il faut un soutien au niveau des draines, au niveau des IEP, au niveau des écoles. Quand vous arrivez dans la classe sur l'emploi du temps, vous avez la poésie, vous avez le conte, mais est-ce que les maîtres vraiment se sacrifient pour exploiter ces espaces-là? Non, il faut depuis la base exploiter les espaces de poésie, de contes, pour que nous ayons des grands orateurs demain. Nous souhaiterions vraiment que la poésie revienne. Parce que nous constatons dans les salles de classe que les enfants ne savent pas s'exprimer. Ils ne savent pas du tout s'exprimer, ils ne savent pas écrire. Vraiment, quand nous lisons les copies, ça nous donne des mots de tête. L'idée est un écho d'une démarche plus large, celle de l'UNESCO, qui à sa 30e session en novembre 1999 a initié le 21 mars comme Journée mondiale de la poésie pour justement vulgariser cet art indispensable. Dans l'actualité française, le socialiste Mathias Fekl prend la tête du ministère de l'Intérieur. Bruno Le Roux a démissionné. Le parquet national financier a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire après les révélations sur les emplois de ses filles à l'Assemblée nationale. Et toujours en France, présidentielle cette fois, les 5 principaux candidats étaient aux prises lors du premier débat télévisé de cette campagne électorale. Les temps forts du débat avec Herman Guivet. Une arène, 5 candidats. Des allusions. Avec M. Hamon, c'est 32 heures, le revenu universel, dans un pays qui a 2200 milliards de dettes. Enfin, bon, voilà. Vous, c'est 500 000 fonctionnaires en moins, vous êtes très fort en soustraction. On rêve, et chacun sait bien que ces promesses-là ne peuvent pas être tenues. De l'ironie. Non, mais je tiens à le préciser. Ici, il n'y a que 2 personnes qui sont concernées, M. Fillon et Mme Le Pen. Ça pourrait venir. Les 3 autres, nous n'avons rien à voir avec tout ça. Alors, s'il vous plaît, ne nous mettez pas dans le même sac. Et parfois, des crocs en jambes. Madame Le Pen, vous serez gentille. C'est ce que vous avez déclaré, non? Je ne vous fais pas parler, je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Il y avait également dans l'air une dose de mea culpa. J'ai pu commettre des erreurs, j'ai quelques défauts, qui n'en a pas, mais j'ai l'expérience. Et à la fin, tout le monde est content. Je pense que les Français auront au moins entendu les positions des uns et des autres. D'autres ont choisi des propos plus généraux mais assez vagues. Moi, je voulais rentrer dans la concision des propositions qui feront ensuite le quotidien des Français. C'est un exercice qui est très difficile, car on a peu de temps de parole prévu. 2h30 de débat télévisé pour faire pencher le choix des Français en leur faveur. Les 5 principaux candidats à la présidentielle française ont offert un véritable show télé aux millions de téléspectateurs accrochés à leurs écrans. Si les sondages restent évocateurs, il ne faut cependant pas perdre de vue que les chiffres ne sont pas toujours en harmonie avec la réalité. Voilà, les 5 principaux candidats à ces présidentielles françaises ont parlé de leur programme. Herman Guivet nous propose maintenant un décryptage de ce débat. Plusieurs grandes questions passées au peigne fin par les 5 principaux candidats à la présidentielle française. La moralisation de la société, le terrorisme, le chômage, l'immigration. Quel pourrait être l'impact d'un tel débat sur les électeurs? Nous avons posé la question à un politologue. L'élection française de 2017 est un peu particulière. Le président sortant qui ne se présente pas, son premier ministre Valls qui tombe au primaire,
De l'autre côté, Sarkozy qui tente de se présenter, qui tombe, Juppé qui tombe, ça fait vraiment du beau monde de côté. Et jusqu'à présent, les électeurs de Hollande et de Valls n'ont pas immédiatement rejoint Hamon. De même que les électeurs de Juppé et de Sarkozy n'ont pas automatiquement rejoint Fillon. Il faut dire que dans les grandes familles de la gauche et de la droite, il y a des électeurs encore qui n'ont pas encore fait le choix. D'où la nécessité de faire ce genre de débat pour pouvoir attirer ces électeurs-là vers les candidats de leur famille politique. Quelle est votre analyse de ce débat? Chaque candidat avait un challenge à remonter. Mélenchon qui devait prouver que ses idées de gauche sont applicables. Fillon qui devait montrer que l'un de ses problèmes avec la justice est demeurait présidentiel pour la France. Macron qui devait prouver que malgré son jeune âge, il peut relever les défis de la France de demain. Marine Le Pen qui devait prouver que malgré tout ce qui lui est reproché de manière caricaturale, elle peut être une présidente pour la France. Et Hamon qui tentait aussi de prouver que malgré tout ce qu'on reproche à la gauche, elle n'avait pas pu faire quelque grande chose pour la France, faire face aux enjeux de la France d'aujourd'hui, que le Parti socialiste avait toujours un projet à vendre. Chacun des candidats est resté sur sa ligne, restant fidèle à son style. Un débat qui aurait été suivi par près de 10 millions de personnes. En sport football, les éléphants de Côte d'Ivoire ont un nouvel entraîneur. Le Belge Marc Wilmot a été choisi par la Fédération ivoirienne de football. Il succède à Michel Dussuyer qui a démissionné après l'élimination des éléphants au premier tour de la CAN 2017. Il est arrivé à Abidjan cet après-midi. Odalegwe. Le Belge Marc Wilmot est le nouveau sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. L'ex-entraîneur des Diables Rouges de la Belgique succède au Français Michel Dussuyer qui avait démissionné au lendemain de l'élimination prématurée des éléphants de Côte d'Ivoire à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, Gabon 2017. Arrivé le 6 juin 2012 à la tête des Diables Rouges, Wilmot a dirigé l'équipe nationale belge durant 51 rencontres. Bilan, 34 victoires, 8 nuls et 9 défaites. Il quitte ses fonctions après le quart de finale perdu à l'Euro 2016 face au Pays de Galles. En s'engageant pour un contrat de 2 ans avec les éléphants, il aura pour mission de qualifier la sélection ivoirienne pour la Coupe du Monde en Russie 2018 et la CAN Cameroun 2019. Le nouveau sélectionneur des éléphants sera présenté officiellement à la presse demain, mercredi 22 mars, dans la foulée de la signature de son contrat. La Côte d'Ivoire, ça m'intéresse, oui. Ça m'intéresse. Et à partir de là, tout s'est enchaîné. On a tout de suite eu un très beau contact, la vision qu'ils avaient, la manière de voir les choses. Et de vouloir construire quelque chose, puisque bon, on est un peu dans le fond, puisqu'on a été éliminé au premier tour de la CAN. Donc là, il y a quelque chose à faire, à remobiliser. Et je pense que la vie, le football, c'est ça. C'est des hauts, c'est des bas, et on va essayer de remonter vers le haut. Pour l'heure, Kamara Ibrahim, actuel sélectionneur des U23, dirigera la sélection A pour les matchs amicaux prévus les 24 et 27 mars prochains face à la Russie et au Sénégal. Le technicien belge prendra fonction le 1er avril 2017 à la tête de l'encadrement technique des éléphants de Côte d'Ivoire. Revenons pour terminer sur les préparatifs des 8e Jeux de la francophonie qui auront lieu ici en Côte d'Ivoire dans le mois de juillet prochain. Michael Jean a visité hier le village des Jeux de la francophonie à l'INJS dans la commune de Marcory. Elle a pu constater l'état d'avancement des travaux. Les préparatifs vont bon train. Et cette secrétaire générale de l'OIF actuellement en Côte d'Ivoire a signé avec le Premier ministre ivoirien un accord cadre de partenariat. Cet accord est en conformité avec les objectifs de développement durable. Il met l'accent sur le développement de l'entrepreneuriat chez les jeunes et chez les femmes. Avant toutes ces visites, la secrétaire générale de l'OIF a rencontré le chef de l'État. Nous vous proposons cette cérémonie. Arrivée dimanche à Abidjan dans le cadre d'une visite officielle, la secrétaire générale de l'OIF, Michael Jean, était attendue à 13h précises au palais présidentiel, où elle a été reçue chaleureusement par le président de la République, Alassane Ouattara. A suivi un échange entre le président de la République et son hôte, ouvert à leurs 2 délégations. Élu à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie le 30 novembre 2014, succédant ainsi au président Abdou Diouf, Michael Jean n'est pas à son premier voyage en Côte d'Ivoire où elle était venue en 2014, quelques mois avant son élection à la tête de l'OIF.
Sa présente visite officielle à Abidjan a pour objectif premier de constater l'état d'avancement des infrastructures devant abriter les 8e Jeux de la francophonie qui se dérouleront ici à Abidjan du 21 au 30 juillet prochain. La secrétaire générale de l'OIF, qui a visité les chantiers des travaux quelques heures avant de se rendre au palais présidentiel, a dit sa satisfaction tout en adressant ses félicitations au président de la République et au gouvernement pour le dynamisme retrouvé de l'économie ivoirienne. Elle a saisi l'occasion pour adresser ses condoléances aux familles des victimes de l'attentat terroriste de Grand Bassam. Et je dois dire que cette visite officielle, et je vous remercie de cette invitation, Monsieur le Président, je l'attendais depuis longtemps. Je viens ici, bien sûr, pour prendre acte de l'avancée des travaux pour les Jeux de la francophonie, qui sont un événementiel très important pour nous, mais surtout aussi pour prendre le pouls de ce qui se réalise ici. J'étais déjà venue en 2014. À l'époque, j'avais engagé une entente interuniversitaire entre l'Université d'Ottawa et l'Université Houphouët-Boigny de Cocody. Et déjà, j'avais vu cette ville magnifique, ce désir d'excellence et de dépassement dont témoigne la Côte d'Ivoire, qui, oui, est exemplaire dans sa façon de se relever. Cela concerne chaque Ivoirienne, chaque Ivoirien. Je suis ravie, à la tête de la francophonie, de pouvoir venir pour m'associer à tout ce que vous avez engagé, avec tous ces travaux d'infrastructure, de qualité, et m'associer à votre volonté de voir aussi fructifier l'entrepreneuriat ici, en Côte d'Ivoire. J'en profite solennellement pour dire toutes mes sympathies aux familles des victimes de ce terrible et tragique incident, même incident, le mot est faible, vécu à Grand Bassam. Je sais aussi combien, sur le plan de la sécurité, vous avez déployé tous les moyens pour faire face à cette menace qui prend une dimension mondiale. Ce sont ce qu'on appelle des menaces asymétriques et qui demandent une plus grande mise en commun et mutualisation de nos moyens, de nos ressources, de nos renseignements. Et là-dessus, je sais, Monsieur le Président, que votre voix compte. À son tour, le président de la République a assuré la secrétaire générale de l'OIF que tout sera prêt dès la fin du mois d'avril pour abriter les 8e Jeux de la francophonie. Profitant à son tour de l'occasion, il a soumis à la secrétaire générale de l'OIF la candidature de la Côte d'Ivoire au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2018-2019. La Côte d'Ivoire et l'OIF ont travaillé de manière étroite sur tous les domaines, que ce soit la culture, soit la coopération économique, les questions numériques. Et maintenant, grâce à votre soutien, les Jeux de la francophonie auront lieu à Abidjan dans la dernière semaine du mois de juillet. Je voudrais vous dire un grand merci. Merci de nous avoir appuyés, d'avoir accepté que ces Jeux puissent avoir lieu ici. Et nous avons beaucoup travaillé pour que cet événement soit un véritable succès. Nous sommes certains qu'à fin avril, tout sera prêt. Et nous attendons la mission de vérification que vous nous enverrez en début mai pour vous assurer vous-même que toutes les choses promises ont été effectivement effectuées et mises en œuvre. Alors, Madame la secrétaire générale, je voudrais aussi vous dire que la Côte d'Ivoire, bien entendu, est sortie d'une crise majeure il y a en 2010-2011. Et depuis, évidemment, la situation s'est normalisée. Beaucoup d'efforts de la part de tous les Ivoiriens, parce que la réconciliation a toujours été un objectif majeur. Ce pays avait été en paix pendant des décennies. Bon, après, il y a eu cette période triste que nous avons vécue. Mais nous sommes heureux de constater aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est en paix et que les Ivoiriens sont au travail. Et le résultat de ce travail, c'est d'ailleurs les bonnes performances économiques et sociales que notre pays a démontrées au cours des dernières années. Et à cet égard, nous avons décidé d'être candidats pour le poste au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est une occasion importante pour nous de dire comment nous avons géré la sortie de crise. Comment la Côte d'Ivoire a pu, malgré ces périodes difficiles,
reprendre les choses en main, développer la réconciliation, renforcer l'économie et surtout s'ouvrir sur l'extérieur. Nous tenons beaucoup à la francophonie. D'abord, le français est la langue nationale de notre pays. Et également, nous avons des relations étroites avec tous les pays francophones dans le monde. Et je voudrais vous rendre hommage pour le travail important que vous faites avec le dynamisme que vous apportez à cette grande institution. La secrétaire générale de l'OIF et sa délégation étaient les hôtes à déjeuner du chef de l'État ivoirien. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous suivre sur RTI 1. Retrouvez David Mobio pour un nouveau 20h demain sur RTI 1. Excellente fin de soirée à tous.